Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ici au Taba TV, le programme Falo et D'ici pour une entrevue avec Aziz Salmon Fall, d'origine égyptienne et sénégalaise. Ça va, Aziz? Ça Oui, va ça va bien? bien. Ça va Ok. bien. Merci de m'inviter à votre. Aziz est anthropologue formé en sciences politiques. Il est aussi professeur de l'Université McGill et Lucan à Montréal, Canada. Quand même, il a développé d'autres langages pour s'exprimer vis-à-vis à un public plus populaire, non exclusif des universités. Dans ce cas, le langage cinématographique. Et il a fait un documentaire duquel nous irons parler beaucoup. Il a été venu au Brésil pour participer au symposium arrangé pour Béatrice Bissio, directrice adjointe du FIX, UFRJ, Université fédérale de Rio de Janeiro. Le thème a été le système mondial du siècle XXI et quelles sont les alternatives internationales. À ce moment-là, Aziz Fall nous a donné un cadeau magnifique, un film sur Samir Amin. Ce personnage tient l'origine égyptienne et française à côté de sa mère. Malgré avoir fait ses études à Paris, sciences politiques et après sciences économiques. Heureusement, quand il a retourné en Afrique, il avait une mentalité absolument critique contre les pays colonialistes. Pour ça, peu à peu, il a grandi comme l'un des plus importants leaders intellectuels des pays du troisième monde, lesquels qu'ils ont été envahis, occupés, exploités d'une façon absolument odieuse, arbitraire, sans âme, sans pitié, aux peuples d'origine qui habitaient là, surtout pour les pays européens. Ça veut dire Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, etc. Né? On pense que la population africaine soit libre de la malédiction colonialiste et qu'on peut suivre leur vie en liberté, en paix. Maintenant, il faut que le monde entier sache que ça c'est faux. Nous vivons maintenant à l'époque qu'on appelle néocolonialisme. Et ça continue, mais d'autres façons, peut-être pire que d'ailleurs. Les nations veulent avaler, pleines de soif, le sang du peuple du troisième monde, notre veine, jusqu'au bout. Tout qu'ils veulent, sans peine et sans limite. Et tout ça transcorre au hasard, sans les focus de la lumière, sous un espace, à l'ombre, sans appeler l'attention à personne. Bon, Aziz, j'ai fait ma interprétation personnelle et maintenant, je veux que nous vous donne votre parole et votre pensée. Excuse-moi, plus un moment. Je vais inviter les amis de la Taba TV pour entrer à notre site où j'écris un texte sur Samir Amin et pour voir le film d'Aziz sur Samir Amin. Le film va être pour le temps indéterminé, mais il faut le voir. O link para o acesso completo sobre o assunto está na descrição do vídeo. Isso é facinho, hein? Avec plaisir, avec plaisir.
Effectivement, nous sommes un certain nombre d'intellectuels qui sont venus au Brésil pour travailler sur cet enjeu de ce qui se passe dans le système monde au XXIe siècle, dans la foulée des travaux de Samir Amin, qui a consacré pratiquement 60 ans de sa vie à élaborer une grille d'analyse pour expliquer la nature de la mondialisation, l'économie politique des pays du Sud global, qu'on appelait avant le tiers-monde, et qui explique la nature de l'impérialisme et de l'asymétrie, c'est-à-dire l'incapacité des pays qui sont dominés, exploités, de pouvoir surmonter cette domination sans la déconnexion, c'est-à-dire sans rompre avec les mécanismes brutaux de l'impérialisme, pour pouvoir construire un développement autocentré. Et cette impossibilité, où chaque fois qu'il y a eu une tentative de développement autocentré, elle a été perturbée, que ce soit dans le cas du Chili ou dans le cas du Burkina Faso en 1987. Il y a toujours eu une volonté de contrarier les expériences révolutionnaires pour changer l'ordre du monde. Il faut aussi dire que nous sommes ici pour nous réunir entre intellectuels du Sud global qui essayons de contribuer à la construction d'une cinquième internationale, c'est-à-dire l'effort de la construction à la fois idéologique de la réflexion, la possibilité peut-être d'institutionnaliser la poursuite de l'effort de mettre ensemble les partis, les forces populaires, les mouvements qui pensent qu'un autre monde est possible dans une perspective autre que le capitalisme, dans une perspective anti-impérialiste, non patriarcale, non sexiste, écologiste et surtout disons, respectueuse des droits humains, des habitations indigènes, des populations indigènes et de leur première façon de voir. Et donc, c'est dans cet esprit-là que nous nous sommes mis ensemble depuis quelques années et que nous essayons de faire ce travail. Maintenant, pour le film, c'est autre chose, puisque le film est un film qui est arrivé parce que nous avons été parmi le noyau d'amis qui ont enterré Samir Amin au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où le Parti communiste français nous a prêté pour 20 ans un espace. Et mon projet, c'est que dans 15 ans, si c'est possible, on va ramener Samir Amin en Afrique, là où il a vécu pendant 50 ans. Et donc, l'objet du film, c'était de donner les témoignages sur sa vie. Donc, il n'y avait pas de documentaire sur lui. Il a des dizaines et des dizaines d'entrevues, mais pas un documentaire sur son œuvre, sa vie, et le témoignage par ses collègues, amis, qui peuvent apporter un éclairage supplémentaire sur sa contribution au savoir scientifique progressiste et à la lutte des peuples. Donc, le film est donc fait, mais aussi les respirations du film sont articulées sur la condition paysanne. Donc, on voit beaucoup de la condition des paysans qui luttent et qui subissent l'accaparement, l'expropriation, l'exploitation. Et c'est ce qu'il y a toujours en fond d'image pour ce film-là. Combien de temps vous avez travaillé sur ce film? Le film a été fait relativement rapidement, puisque à peine qu'il est décédé, on a décidé de le faire. Et donc, dans les 6 mois qui ont suivi, grâce au fait qu'il y avait des images d'archives, d'abord, j'avais filmé lorsque nous étions allés, invités par lui, ainsi qu'avec quelques amis, sur le Nil pour la célébration de ses 80 ans. J'avais filmé, mais pas avec l'ambition de faire un film, juste pour archiver les souvenirs. Donc, heureusement que j'avais filmé ces moments-là. Et ensuite, tous les camarades qui avaient des éléments de film importants ont très vite contribué à le mettre. Et j'ai aussi le cinéaste Mathieu Roy qui avait filmé La condition paysanne. Donc, j'avais déjà sous la main un matériel
Il s'agissait tout simplement de réaliser maintenant le scénario, le montage en termes poétiques et le plus fidèle possible avec l'œuvre de l'auteur en donnant les différents avis et les placer dans les moments stratégiques du film. Donc, je pense que j'ai eu la chance d'avoir tous ces atouts pour pouvoir réaliser ça en très peu de temps. OK. Et je veux savoir si Samir est un leader de tous les continents africains ou seulement dans certaines parties. En tout cas, c'est un leader en économie politique. Je crois qu'après Marx, il n'y a pas dans le Sud global de penseur plus puissant au niveau de l'économie, pas parce qu'il a écrit plus d'une cinquantaine de livres, mais parce qu'il a effectivement contribué à un prolongement de la réflexion marxiste, en tout cas du matérialisme historique, qu'il a contribué à repousser et à donner une voix du Sud dans l'économie politique, à montrer quelle est la nature du système monde, mais aussi d'avoir une autre lecture des mécanismes de l'oppression, donc en regardant d'abord c'est quoi la loi de la valeur, ce qu'il appelle la loi de la valeur mondialisée, en montrant comment la triade, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon et l'Europe ensemble, imposent un modèle qui est pratiquement unipolaire, qui a conduit au néolibéralisme et qui empêche l'expression souveraine des développements des pays du Sud. Et il a aussi travaillé à montrer comment sortir de ces conditions par ce qu'il appelle la déconnexion, donc un désengagement sélectif du système mondial pour mettre en pratique le développement autocentré. Ça veut dire être capable d'accumuler et maîtriser son accumulation en dehors des griffes des fermes multinationales et de l'impérialisme. Ça suppose l'autosuffisance alimentaire, la capacité d'une réforme agraire, donc maîtriser son alimentation, maîtriser la centralisation du surplus, c'est-à-dire sa monnaie, la capacité d'avoir des forces de travail équilibrées entre ville et campagne, la capacité d'être souverain au niveau des ressources nationales. Donc, c'est toute la question de la nationalisation, laisser en réserve vos matières premières, les exploiter avec qui vous voulez. Ça, c'est une faculté qui n'est pas laissée à tout le monde. La capacité de la reproduction technologique, puisque les pays sont dépendants technologiquement et il faut avoir la capacité de pouvoir soit emprunter des brevets qui sont frappés d'obsolescence ou bien avoir la capacité d'avoir soi-même comme pays la possibilité de développer son tissu industriel et finalement la capacité de l'autodéfense, puisque l'impérialisme impose des armes de destruction massive. La plupart des pays sont dans le chantage de la militarisation. Donc, si on ne maîtrise pas ces éléments-là, en fait, on ne peut pas être développé. Donc, Samir explique que le monde crée une polarisation et qu'il faut rompre cette polarisation. En même temps, il étudie les façons par lesquelles les peuples, souvent, s'ils sont désorientés, vont aller vers les dispositifs religieux, ce qu'on appelle le culturalisme, donc le fondamentalisme religieux, les églises évangélistes, les confréries, les fraternités musulmanes, l'hindouisme, etc., qui sont des fuites en avant dans le sens de la culture ethniciste, xénophobe et parfois même raciste, et que ces réponses sont des réponses inappropriées pour sortir de ces conditions. Et qu'il faut sortir de cela par l'internationalisme, par la science, par l'universalisme, pour construire un monde multipolaire. Donc, c'est un peu pour expliquer ce qu'il a apporté. Et à ce sens-là, il a formé au moins 3 générations de penseurs pendant 60 ans, au moins 3 générations de penseurs dans le Sud global, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et il est enseigné dans toutes les universités du Nord. Donc oui, je crois, quelque part, c'est un leader de la pensée. Pour nous autres panafricains, c'est aussi quelqu'un de très important parce qu'il a contribué à la formation du Conseil de recherche en sciences
social de l'Afrique, le CODESRIA. Il a contribué à l'ITEP, qui était l'Institut de planification, et aussi à une grande ONG qui s'occupe de la condition paysanne, qui s'appelle ENDA. Donc vraiment, au niveau panafricain, c'est un Africain réputé, malheureusement peu connu, parce que combattu par les médias et par les pouvoirs néocoloniaux et compradors. Au film, há uma imagem de um baobá e on dit que la pensée de Samir est comme ça, comme un baobá. Pour nous, Brésiliens, presque un peu de personnes connaissent les baobás, évidemment. Hein? Mais il faut traduire pour les Brésiliens. Qu'est-ce que ça veut dire un baobab, le symbole de cet arbre? Le baobab, c'est un arbre extraordinaire, d'abord par sa taille, par sa longévité. Donc, il vit extrêmement longtemps. Quand il n'a pas ses feuilles, on a l'impression que ce sont ses racines qui sont là-haut, mais il donne un fruit, il y a toute une vie autour de lui. Mais c'est surtout que c'est la somme des savoirs et le fait que les ancêtres qu'ils représentent sont reconnus par la société comme étant un monument de savoir. Et donc, quand on perd un baobab, c'est une catastrophe, en fait. C'est pour ça que, pour nous, l'image du baobab à la fin du film avec les enfants, c'est une image pour montrer que la transmission va continuer à se faire, que ce baobab est toujours vivant et qu'il exprime que des ancêtres, bon, mais maintenant parmi les ancêtres, que ces ancêtres ont laissé quelque chose de phénoménal aux nouvelles générations. Comme un grand-père, grand-père, le baobab. Et l'œuvre théorique de Samir Amin est plus extense. Au film, nous pouvons voir ça. Et vous montrer très vite la quantité de livres, etc. Mais un livre que je voulais que vous, si vous voulez, si vous pouvez, prenez l'attention un peu plus. C'est le développement inégal. Ici, ce livre, c'est pourquoi était si important pour la compréhension des mécanismes de la domination coloniale et impérialiste. Oui, c'est normal qu'au Brésil, ce soit plutôt le développement inégal et non pas l'accumulation à l'échelle mondiale ou bien la déconnexion. Parce qu'il y avait déjà un débat dans l'école de la dépendance avec Cardoso, Stuyvenhagen, Celso Furtado, André Gunder Frank, etc. Et donc, ce livre vient amener une fraîcheur dans le discours de quelle est la nature du développement, qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi est-ce que notre développement ne peut pas être comme celui des pays du centre. Et il montre que ce développement il est inégal. Et bon, là, c'est un grand débat parce que ça suppose qu'il y a un débat d'abord sur l'échange inégal, donc l'échange en termes de travail entre les pays du Nord et du Sud. Donc, il y a cette question de la valeur travail qui n'est pas la même dans les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a le fait qu'on n'est pas maître de nos matières premières et qu'on est dépendant des ressources technologiques. Et donc, il se crée une asymétrie. Donc, il y a une polarisation entre les pays du Nord, qu'on appelle les pays du Centre, et les pays périphériques. Et pour pouvoir surmonter ce développement inégal, il faut sortir de la relation inégale. Donc, c'était un travail qui va en fait être approfondi ultérieurement. Donc, le travail qui précède, c'était le travail sur l'accumulation mondiale. Donc, comment se fait l'accumulation des richesses à l'échelle du globe? Et pour pouvoir le faire, il faut développer les périphéries. Et dans la période du livre dont vous parlez, c'est vraiment le travail sur comment ça se passe dans la périphérie. Mais ce livre n'est qu'un jalon, puisque ce qui va suivre, c'est ensuite comment rompre le lien du développement inégal qu'on va appeler la déconnexion. Et ensuite, il va travailler sur la loi de la valeur. Mais le développement inégal va avoir un retentissement très, très grand. Il va permettre de mettre en jonction aussi un certain nombre de penseurs
de gauche, en tout cas progressistes. Ils vont même commencer à travailler ensemble. Emmanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi, qui travaillait avec lui, André Gunder Frank et Samir Amin, qui vont ensuite écrire un livre séminal qui s'appelle La crise, quelle crise. Alors, ce travail avec des écoles de pensée différentes, mais qui viennent d'un point de vue aussi différent sur leur lecture du développement illégal, va effectivement avoir beaucoup, beaucoup d'importance, mais va permettre de nuancer la catégorisation dans laquelle on avait placé Samir Amin immédiatement dans l'école de la dépendance, alors qu'il n'en faisait pas partie. Donc, ça va d'une façon le mettre effectivement dans cette école, ce livre-là, mais en même temps, va montrer qu'il y a une particularité africaine qui est très différente de l'Amérique latine. Elle va montrer aussi qu'on est très loin des stratégies du Desarrollo de Raoul Prebisch et tout ça, et donner une particularité à la pensée de Samir Amin déjà dans cette époque-là. Ok. Nos racines sont liées à Afrique, vous savez bien. Et alors, je voulais savoir le contraire. Comment les Africaines, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'ils sont vers le Brésil? Oui, il y a malheureusement une très, très grande ignorance de part et d'autre dans les couches populaires, dans la société. Par exemple, ici à Rio de Janeiro, vous avez un quartier qui s'appelle Sahara, et on l'appelle Sahara parce qu'il y a des Juifs et des Arabes qui habitent là. Mais le Sahara, c'est un espace africain où il y a très peu de Juifs et d'Arabes. Mais bon, bref, c'est à peu près les imaginaires et les fantasmes. Euh, et il y a aussi le problème de la langue, c'est que c'est principalement les colonies qui ont été exploitées. Donc, il faut savoir que lorsque le pape impose euh, par la bulle que le Brésil et l'Afrique appartiennent au Portugal, le traité de Tordesillas, donc à ce moment, c'est une division du monde qui est probablement injuste, mais qui correspond à la mentalité de l'époque. Et donc, ça va créer une colonialité. Cette colonialité, elle ne fait que commencer à disparaître. Elle va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et dans cette colonialité, les questions douloureuses de l'esclavage, les questions de la colonisation, les questions de l'existence ou non du racisme, toutes ces choses-là sont restées et sont des plaies qui ont été utilisées par les dispositifs politiques en place, beaucoup plus au Brésil qu'en Afrique. Donc le résultat, c'est qu'il y a une très grande ignorance de quelle est la réalité du Brésil. Alors, par exemple, moi, je me suis réveillé le jour, le matin, et j'ai entendu cet oiseau qui fait... et cet oiseau, on l'a de l'autre côté, il fait juste une petite différence, et c'est un peu la preuve que ça n'a pas été créé, c'est vraiment le produit de l'évolution. Et donc, en réalité, c'est la même réalité géographique, ce sont les mêmes peuples qui se sont mélangés. Alors, pour nous autres Africains, nous ne faisons que découvrir que oui, l'Afrique est à l'origine de cette humanité. L'Afrique a peuplé l'Europe par ses populations avant même les Européens. Maintenant, il y a eu ce coup de théâtre, cette tragédie qui a été l'esclavage, mais les Africains sont venus en Amérique avant que les Portugais ne soient arrivés là. Ils sont arrivés par les Égyptiens kémétiques, ils sont arrivés ensuite par les expéditions de Bakary II, ce qu'on appelle les Olmecs au Mexique. Donc, quand les Portugais arrivent, il y a déjà des populations africaines ici. Bon, c'est des choses qui sont méconnues. Ce qu'on voit, c'est plutôt les résultats de l'emprise portugaise, américaine et espagnole. Et ils vont essayer d'éteindre la vitalité du peuple noir. Mais la vitalité du peuple noir est supérieure, parce que ce qui fait la résilience de l'africanité, c'est sa croyance que la force vitale ne meurt pas, qu'elle fonctionne toujours. C'est un peu l'animisme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, et l'optimisme. Donc, ce qui fait que les gens dansent, ils rient, ils continuent d'être créatifs malgré la dureté de la vie.
Et donc, quand les Africains arrivent au Brésil et qu'ils découvrent le Brésil, ils se sentent chez eux. De même, quand les Brésiliens vont en Afrique, ils se sentent chez eux parce que cette force vitale, elle est là, elle est dans votre culture. Elle s'exprime bien sûr de façon folklorique dans le carnaval, etc. Mais elle s'exprime dans les quilombos, elle s'exprime dans la résistance, dans le métissage, qui fait que la société brésilienne n'est pas restée une société cloîtrée, froide, européenne, dominante. Elle a réussi, malgré le racisme, à se mélanger et à faire entrer l'africanité partout. Et je crois que malheureusement, les sociétés africaines, les enfants en Afrique et au Brésil devraient gagner à savoir. J'ai un ami Emerson, qui est un camarade brésilien, qui dit il faut faire des livres d'histoire euh, pour les enfants brésiliens et africains pour qu'ils puissent connaître leur histoire et trouver un moyen de créer des corridors pour vraiment réinventer autre chose que la narration coloniale et les mythes et les préjugés tenaces. J'ai vu le jour des discussions dans la société brésilienne pour qui les Africains sont au bas de l'échelon de l'humanité, c'est-à-dire qu'ils sont en dessous des Noirs brésiliens. Parce que dans la perception, il y a ces différentes couleurs racistes qui sont toujours là. Je ne sais plus combien de noms il y a entre le blanc et le noir, avec toutes les tonalités. Et les Africains noirs du continent sont classés complètement en dessous. Donc, toutes ces choses sont des choses du passé, malheureusement, qui persistent et qui, par les cultures d'extrême droite et surtout les cultures religieuses, ne permettent pas qu'on ouvre les fenêtres et qu'on aère un peu pour que la science vienne expliquer qu'il n'y a pas de race, que la race est humaine et que les cultures sont aussi riches de part et d'autre. Donc, j'espère que dans le 21e siècle, il y aura plus d'échanges. Je terminerai en disant que quand j'ai quitté Dakar au Sénégal pour venir ici à Rio de Janeiro, au lieu de traverser l'Atlantique en ligne droite pour venir ici, il a fallu que j'aille jusqu'à Lisbonne pour venir ici. C'est pas normal, mais c'est la preuve qu'on est toujours dans le dispositif colonial de l'époque. Oasis, je voulais, notre programme, c'est presque fini, mais je vais vous, parce que ça m'impressionnait beaucoup, les temps de tragédie que nous assistons à peu près les derniers moments, et d'une population africaine qui fuit de la guerre, de la faim, de la tragédie écologique, enfin, de toutes les choses qui sont terribles et angoissantes. Et alors, il prend des bateaux, des navires pour aller surtout à l'Europe. Et alors, il meurt aux mers, à la mer, etc. Et c'est terrible. Les enfants, euh, les gens plus âgés, etc. Et je voulais vous écouter sur ça. Oui, bon, comme vous le savez, c'est tragique parce qu'évidemment, les moyens de communication montrent un phénomène qui a toujours existé. Il y a toujours eu des migrations. C'est le capitalisme qui empêche la migration. Sans la migration, il n'y aurait pas eu d'humanité et l'Afrique serait restée africaine et le reste du monde n'aurait pas existé. C'est parce que les Africains ont quitté le continent africain que l'humanité a existé. Donc, il y a toujours eu des processus de migration. Et si vous créez de la pauvreté, si vous créez des conditions difficiles, les gens, qu'ils soient jeunes ou vieux, vont aller chercher ailleurs pour vivre. C'est comme ça que le Canada, le Brésil, l'Australie ont existé, l'Afrique du Sud. Donc, il y a toujours eu, l'Europe a toujours chassé et rejeté ses enfants qu'elle ne pouvait pas tenir. Donc, si les conditions de développement ne sont pas réunies, les jeunes Africains vont évidemment sortir vers les pôles. Ce n'est pas un exode massif, mais c'est quand même un exode spectaculaire dans lequel il faut regarder la fuite des cerveaux, mais aussi ce qu'on appelle aussi le retour, donc le brain gain, le retour des cerveaux. Bon, ceci dit, la solution, elle est en fait dans le développement de l'Afrique. La solution est dans changer la nature du monde, que les ressources appartiennent aux populations, qu'il y ait plus de justice, que le développement soit mieux réparti. À ce moment, les populations restent où elles sont. Lorsque ces conditions n'existent pas, tous les peuples partent. Maintenant, vous allez voir, par exemple, un pays comme la France, la France perd, par exemple, vers le Canada, une grande partie
de sa jeunesse qui préfère aller vivre au Canada. Donc, les Canadiens eux-mêmes, médecins et jeunes médecins, préfèrent aller aux États-Unis parce que ça coûte, c'est mieux payé là-bas. Donc, les mouvements de population suivant les besoins de la force de travail sont en réalité un droit humain qui doit être respecté et les frontières ne devraient pas exister. Malheureusement, elles existent et au contraire, elles se ferment et à cause de cela, il y a ce qu'on appelle une externalisation. Donc, les frontières européennes ne sont plus en Europe, elles sont maintenant en Afrique. Donc, on paye les pays africains pour que les frontières européennes soient carrément en Afrique et qu'on retienne l'immigration le plus possible. Et donc, il y a à ce moment une grande résistance des enfants, mais il faut aussi dire qu'il y a des réseaux de trafic très spectaculaires sur le trafic humain qui sont très bien organisés et qui viennent s'ajouter à cette demande de migration. OK. Et finalement, je vais savoir, parce que tu viens ici pour 7 jours, 6 jours, je ne sais exactement le temps que vous avez passé ici. Et alors, demain, vous ne sera plus entre nous. Et alors, ces liens impossibles de maintenir, comment faire pour maintenir ces liens entre nous? Oui, ben, heureusement qu'il y a des contacts, heureusement qu'on a des collègues, et bien sûr, nous allons maintenir le contact. Déjà, je vous ai envoyé le film sur votre adresse. C'est déjà une possibilité que vos amis, vos téléspectatrices et téléspectateurs voient le film, si c'est possible, mais aussi connaissent le travail du GRILA, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui a fait cette lutte pour Thomas Sankara, mais aussi tout ce que je viens d'expliquer, les liens que nous avons avec les collègues et les militants du Parti socialiste, du PSOA, du Parti du travail, des mouvements des MST, de tout l'univers académique avec lesquels nous sommes en lien. Bien sûr, nous allons continuer à faire plus de contacts possible. OK. Après, nous irons bavarder, et changer des idées pour avoir vous toujours avec nous. Je ne sais Merci pas si beaucoup. je m'explique bien. Oui, c'est très bien, c'est impeccable. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Je vous remercie aussi. Arrivederci, Merci italien. à luta continua. La lutte continue. OK. Oh, très, très Merci. bien. Merci beaucoup pour votre Merci. participation à Taba TV. Está bien? Merci. Au revoir. Au revoir.